Bien le bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes vendredi 28 octobre. Et donc, nous allons faire un petit tour. J'imagine que vous avez deviné chez qui nous étions. Bruxelles, c'est bientôt les fêtes. On va voir quelles sont des choses intéressantes. Oh, tiens. Mais il me semble que je reconnais un dos ici. Ne serait-ce point... excusez-moi, monsieur. Oh, Benjamin Benetto. Bonjour. Bonjour. Tu accepterais éventuellement de faire une petite interview surprise comme ça, impromptue? Surprise. Ça ne te dérange pas? Oui. Non? Ah super alors. Le hasard fait bien les choses. Ça fait déjà quelque temps que nous espérions pouvoir te rencontrer. On s'était vu d'ailleurs, me semble-t-il, il y a 1 an, approximativement, à l'avant-première Goldorak, qui avait lieu au Cinéma Palace. Tu étais passé dire bonjour à tes amis. À Bruxelles. Tu étais passé dire bonjour et tout, donc voilà. Donc, quelques petites questions, puisque tu es sur Waterloo. Oui. La première question que je pose toujours, et elle est assez classique pour moi, parfois plus difficile pour mon invité. Benjamin, en 3 mots, comment pourrait-il se définir? En 3 mots. C'est compliqué. Ça fait 2 mots. C'est compliqué. Moi, je me suis jamais posé la question. Donc, ton épouse serait là, on lui posera la question à elle alors. Excusez-moi, j'ai reçu un message, ça se trouve, c'est une demande. C'est pas grave, ça. Ok, pas de problème. Non, je crois qu'elle va faire du shopping. Pour ça, Waterloo est une belle commune. Alors, dessinateur, ça, de toute façon. Ouais. Raconteur d'histoire, je crois que c'est juste Raconteur d'histoire. Ouais, très parce poétique, que très joli. ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est de raconter des histoires. En fait, avant d'être dessinateur, je voulais être réalisateur de films. Je voulais faire du cinéma, en fait, parce que je trouvais que c'était une bonne manière de raconter des histoires. Et puis, j'aimais beaucoup faire de la bande dessinée pour moi, pour le plaisir, quand j'étais en secondaire. Et en fait, j'ai vu que pour devenir réalisateur, il fallait faire des études supérieures avant. Et je me suis dit, pourquoi pas les faire en bande dessinée. Donc j'ai fait 3 ans à l'école Saint-Luc, à Bruxelles. Et puis c'est comme ça que je me suis dit, en fait, que j'allais continuer en bande dessinée et pas faire de cinéma, parce que je me suis rendu compte que la liberté était beaucoup plus grande, la liberté de faire ce que je voulais était beaucoup plus grande dans la bande dessinée qu'au cinéma. Oui, parce que tu viens de Tahiti, de la Polynésie française. Alors, de là à Bruxelles, il y a un gros chemin. Je suis pas né là-bas, mais c'est vrai que j'ai fait toute mon enfance et mon adolescence à Tahiti, parce que mes parents étaient profs et avaient déménagé là-bas en 89. Et j'ai ensuite... en fait, on cherchait une école de bande dessinée, et ma mère avait un de ses parents d'élèves qui avait fait l'école Saint-Luc à Bruxelles et qu'elle a rencontré donc à Tahiti, qui lui a parlé de l'école. Et donc c'est comme ça que j'ai réalisé qu'il y avait une école qui proposait la bande dessinée, qui ne soit pas une école privée, en fait, parce qu'en France il y a des écoles aussi, mais c'est des écoles privées. Enfin, en tout cas à l'époque, les seules que je connaissais étaient des écoles privées, donc on n'avait pas les moyens. Et c'est comme ça et puis j'étais content de découvrir un nouveau pays, donc c'est comme ça que je suis arrivé à Bruxelles en 2002. 2002. Ok, donc un parcours assez intéressant pour arriver. Alors tu fais un premier projet BD avec François Troukens, mais l'album n'est pas publié. C'est ça, en fait. On peut savoir pourquoi? Simplement parce qu'on n'avait pas d'éditeur au départ. On voulait faire un album sur l'America's Cup et sur des gangsters dans le monde de l'America's Cup, parce qu'en fait on avait des contacts dans une des écuries d'America's Cup, une des équipes. Et puis le truc, c'est que moi j'étais jeune dessinateur, j'avais pas encore vraiment de bouteille, et lui était jeune scénariste aussi, donc on a mis très longtemps à produire quelque chose qui était plus ou moins intéressant, mais pas encore assez au point, je pense. Et en même temps, on m'a proposé, donc 2 ans après qu'on ait commencé à travailler ensemble, on m'a proposé de travailler sur la série Alter Ego. Alter Ego, tu as fait les décors. Comme ça, c'était un boulot, c'était mon premier contrat à payer, ça fait que je bossais moins sur le travail. Ouais. Et puis François, lui, il a été pris sur d'autres activités. Et au final, j'ai pu le faire rentrer chez Les Lombards, où il a publié l'adaptation de son autobiographie. Et puis moi, grâce au boulot que j'avais fait avec François, j'ai pu arriver sur Alter Ego. Alter Ego, tu fais 5 albums. C'est ça. Et tu rencontres la Denis Lapierre. Ouais. Et hop,
te voilà propulsé dans l'univers de Michel Vaillant. Alors, c'était pas aussi simple, mais c'est... En fait, Denis, au même moment qu'on me proposait de travailler sur les décors du dossier Schumacher, donc là, on est en 2011, on est en train de faire le lancement de Alter Ego, et j'apprends que... Enfin, Denis me dit que lui, on l'avait approché pour s'essayer au scénario de ce qu'on appelle la nouvelle saison de Michel Vaillant. Et donc en même temps, moi je faisais des essais voitures sur le dossier Schumacher, et lui faisait des essais scénarios. Et donc Philippe Graton nous a proposé à tous les deux de rejoindre l'écurie Michel Vaillant et de faire partie de l'équipe de la nouvelle saison, avec Marc Bourgne qui nous a rejoint juste après. Puis lors, il y a quand même les dossiers qui ont poursuivi. Tu te retrouves dans les Manicourt, le dernier qui vient de sortir, avec une histoire sur des gants. Oui, une histoire courte. En fait, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'histoire courte. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas fait d'histoire courte originale, parce qu'en fait, les dossiers Michel Vaillant, c'est à chaque fois des albums où il y a du documentaire et de la BD. Et le truc, c'est que comme on était les seuls dessinateurs, Marc et moi, sur Michel Vaillant, on n'avait pas le temps de faire à la fois les albums normaux et les dossiers. Donc les dossiers qui ont existé étaient des choses qui reprenaient généralement des histoires qui existaient déjà en fait. Ici, on a fait en sorte de faire de nouveau des histoires originales. Donc là, il y a 4 histoires courtes, je sais plus. Et moi, j'en fais une des 3. Et c'est la première que j'ai... En fait, c'est la première fois que je reprenais le dessin sur papier depuis le travail que je faisais sur le dossier Schumacher, en fait, que j'ai fait sur papier aussi, mais j'étais rapidement passé au numérique pour la nouvelle saison de Michel Vaillant, parce que c'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Alors dans un premier temps, tu faisais essentiellement les décors et les voitures, puis ici, effectivement, tu as fait la totale en rajoutant les personnages. Et quel tu préfères ? Tu préfères plutôt dessiner du décor, des voitures, ou le personnage, ou faire le tout ? Donc en fait, j'ai commencé à tout dessiner dans l'album Macao. L'album Macao, c'est donc le tome 7 de la nouvelle saison, et c'est un album sur lequel en fait Marc avait arrêté de travailler. On a fait ensemble les 6 premiers albums, et puis après il y a eu des différents artistiques avec Philippe Graton, et donc il travaillait plus sur la série. Donc on m'a demandé de reprendre le travail tout seul sur Macao, ce que j'ai accepté en leur disant que ça allait être forcément un peu moins bon qu'avec Marc. Et donc là, c'est le premier album que j'ai fait entièrement seul. Et en fait, c'était le premier album premier album de Michel Vaillant où il y avait qu'un seul dessinateur depuis 1962 en fait. Ça faisait 55 ans qu'il n'y avait pas eu un seul dessinateur sur Michel Vaillant. À chaque fois, c'était plusieurs. Et donc c'était assez sympa, mais voilà, c'est clairement un album où j'apprends à dessiner les personnages en essayant d'imiter le style de Marc, ce qui m'a pas trop réussi. Et après, j'ai fait donc les albums suivants avec Vincent Dutreuil, qui lui s'occupait des décors, et moi je faisais toujours les voitures et aussi les personnages. Alors, une des choses que Jean Graton avait inventé, c'est le fameux vroom. Ouais. Qu'on met dans il n'y a jamais un seul vroom d'ailleurs. Enfin, ou je sais pas comment il faut le prononcer d'ailleurs. On prononce comme on veut, mais en fait généralement c'est donc soit des VROA ou VROAW. Mais il n'y a jamais de oum. On n'a jamais mis le vroom. Est-ce dans le cahier des charges qu'il faut absolument impérativement en mettre? Non, en fait c'est juste une des manières les plus efficaces de traduire le mouvement et le son d'une voiture en bande dessinée, parce qu'en fait, quand on va sur circuit, il y a une chose dont on se rend compte, c'est que dès l'entrée du circuit, on nous propose des bouchons d'oreilles. Parce qu'en fait, quand on est en bord d'une piste, ça fait tellement de bruit que ça abîme les oreilles. Donc, c'est tout à fait logique en fait de faire des bruitages tellement énormes qui dépassent le décor, parce que c'est vraiment ce qui se passe en vrai. Donc, pour moi, c'était une évidence de reprendre ces bruitages qui sont quand même assez mythiques et qui ont une valeur, à la fois une valeur graphique, une valeur narrative aussi. Et il se trouve que Jean Graton les a beaucoup utilisés, tout simplement parce que Jean Graton est un des seuls à avoir dessiné de la course automobile. Alors justement, quel était le premier Michel Vaillant que tu as lu ? Alors j'en ai aucune idée, parce que c'était à l'adolescence et je n'avais pas de Michel Vaillant chez moi, mais c'était chez mes cousins un été où un
cousin dont le père était garagiste qui avait quelques Michel Vaillant. Et cet été-là, j'ai découvert qu'il y avait des Michel Vaillant dans les bibliothèques de plusieurs des parents de mes copains. Et j'en ai lu plein. Je ne sais plus du tout lesquels j'ai lu en premier, parce que je les ai lus dans le désordre total. Et dès que j'en voyais un, je lisais. Tu as également dessiné Oui, la une autre biographie BD, de Louis Renaud. Louis Renaud. Bon, on ne va pas trop en parler parce que c'est un autre éditeur, mais n'empêche. Tu as des projets projets auto, mécanique. Alors, en fait, Renaud, c'est un projet que l'éditeur m'a proposé, donc le Lombard, il y a pas mal de temps, parce que j'ai mis très longtemps à le faire, comme je faisais Michel Vaillant à côté, et que c'était un projet beaucoup plus complexe à faire que ce que je pensais au départ, parce que c'est beaucoup de documentation, parce que c'est un personnage très controversé aussi, donc les sources sont pas mal contradictoires. Donc c'était passionnant à faire, mais beaucoup trop long. J'ai mis 6 ans à le faire, je crois, parce qu'en même temps, j'ai fait 5 Michel Vaillant, donc c'était assez... Alors du côté des voitures, justement, nous sommes dans des voitures d'une autre époque, d'un autre âge bien souvent. Ouais. Lesquelles préfères-tu dessiner? Celles de Michel Vaillant ou bien celles du 19e avec Renault? C'était le 20e. Style 20e? Ouais, non, Renault, l'album commence, on est au tout début 1900. Et en fait, moi, peu importe. Ce qui m'intéresse le plus généralement, c'est la variété. C'est-à-dire, dessiner tout le temps le même véhicule, ça devient rapidement lassant. C'est la même chose pour les décors ou les personnages. Si je fais que du décor, ça devient lassant. Si je fais que des personnages, ça devient lassant. En fait, ce que j'aime, c'est varier. Et donc, suivant les voitures, il y en a plein qui sont très très sympas à dessiner. Mais dès que je dois la dessiner plus de 4 planches d'affilée, j'ai l'impression de refaire le même dessin en fait. Même si la voiture est légèrement sous un autre angle, j'ai toujours l'impression de dessiner la même roue, les mêmes pare-chocs, etc. Donc ce qui me plaît, c'est la variété en fait, tout simplement. Alors l'un des grands succès de Michel Vaillant, c'est quand même le fait qu'effectivement ces voitures, bien souvent, Jean Graton, designer de génie, qu'est-ce qu'il en a inventé des modèles, des vrais défauts. Tu reprends donc, j'imagine que toi-même tu peux donner libre cours à ton inventivité, ta créativité au niveau du design des voitures. Ça se discute en équipe ou bien tu es vraiment libre de pouvoir faire le modèle que tu veux pour certaines voitures? En fait, il y a toujours des contraintes. C'est-à-dire, pour le tome 1, il fallait un modèle qui puisse être cohérent en WTCC. Et puis, j'ai proposé à Philippe Graton, qui était le scénariste, j'ai proposé plusieurs trucs que j'avais en tête. Et finalement, j'étais assez libre à chaque fois. L'idée, c'était surtout d'essayer de garder l'esprit des anciennes Vaillantes, parce que il y avait déjà 60 ans de design de Vaillante, et il y a plein de modèles très mythiques, et donc il y a des éléments graphiques à garder, il y a un esprit. Le design des Vaillantes, c'est pas un design allemand, c'est pas un design américain, c'est pas un design italien, c'est vraiment un design assez à part, français. Et finalement, j'ai pu tester comme ça j'ai pu faire quelques modèles, j'en ai fait 5 je crois au total. Mais à chaque fois, le principe, c'était d'essayer de garder... J'ai essayé de garder dans tous les modèles quelque chose des éléments graphiques ou des éléments de design qui soient typiques de Vaillant. En fait, en particulier, j'ai souvent gardé l'espèce de calandre métallique à l'avant. Pas dans celle-là. Non, pas dans Twin Peaks. Mais là-dedans, celle-là, en fait, je l'ai conçue avec un rappel du X du pilote sans visage. En fait, à chaque fois, je garde des éléments graphiques qui expriment quelque chose. Et ça, comme on fait un hommage à la mort de Jean-Pierre, il y a vraiment cette nécessité pour moi de le laisser, enfin de continuer à le faire vivre en fait dans les albums. Et pour moi, c'était ce design-là. En plus, je l'avais fait au départ pour la Vaillante du Mans, du tome 6, Rébellion. Sauf que, comme on a eu un partenariat et qu'on savait que la voiture allait réellement rouler aux 24 heures, on a dessiné en fait la voiture qui a roulé en vrai. Donc, c'était une LMP2, on a mis les badges Vaillante dessus. Mais j'avais ça en stock, j'avais cette voiture en stock et je l'ai ressorti des cartons pour le tome 10. Voilà.
Alors effectivement, Michel Vaillant, c'est la série BD, ça a été un feuilleton à un certain moment, un dessin animé également. Ouais, On le retrouve également dans des partenariats assez divers, ouais, tout à fait. puisque prépublication pendant les vacances dans le Figaro Weekend pour, Ouais, il y avait pour Collapsus, pour Légende. je crois qu'il y a pour Légende aussi. Participation dans Auto Auto Heroes, donc deux numéros spéciaux. Il y en avait un qui date de l'an dernier, c'était ou octobre 2021, et puis il y a un nouveau, celui de maintenant, novembre, décembre et janvier 2023. Je signale qu'ils sont facilement accessibles et trouvables, hein, donc ne vous gênez pas. Et les petites histoires sont, même si certains les connaissent déjà, valent la peine, ne serait-ce que par le petit collector qu'il y a avec. Des chaussures, des vêtements, chaussures je les ai à mon pied, Ouais. des vêtements, des casquettes, Une montre. des montres. Michel Vaillant, c'est un univers complet. Alors, l'idée, c'était que donc quand Dupuis a racheté le Graton Éditeur et la marque Michel Vaillant, l'idée c'était de développer davantage la marque que ce qui avait été fait avant et de faire comme si Michel Vaillant imaginait que Michel Vaillant existe et avec quoi il s'habille, avec quoi il se... Donc l'idée c'est que tous les produits dérivés de Michel Vaillant qui sont vendus, que ce soit les montres, les t-shirts, les chaussures, les lunettes de soleil qui vont arriver bientôt, les vestes, tout ça, les casques aussi, qu'à chaque fois ce soit des choses que Michel Vaillant peut porter. Donc à chaque fois c'est des productions françaises. Donc on met en avant le savoir-faire français et l'idée c'est de garder une certaine image de marque et pas juste faire du produit dérivé pour du produit dérivé, mais faire de nouveau un passage entre la fiction et la réalité, c'est-à-dire que c'est vraiment la marque de fabrique de Michel Vaillant. Toujours flouter la réalité et la fiction. Il y a des personnages réels dans des bandes dessinées. Il y a des personnages réels au milieu de personnages fictifs. Et des courses que Michel Vaillant gagne et qu'en réalité une Vaillante a gagné. Enfin, il y a pas mal de passages comme ça. Ah oui, les 24 heures du Mans, c'était quand même assez on a eu exceptionnel. Vous avez été champion du monde aussi, il me semble. Ouais, champion du monde de WTCC, de WEC, d'endurance. J'ai dessiné dans le tome 7 dans Macao, je dessine le podium avec Sacha Fenestraz qui est sur le podium et j'ai assisté à la course l'année d'après et Sacha Fenestraz était sur le podium aussi. Donc c'est juste là. C'est juste là. Oh là là. Et ben, j'ai la même photo, mais prise. Enfin, j'ai pas la même photo, mais en fait, Sacha qui présente la coupe avec cette combinaison, l'année où l'album est sorti en fait. Ça, on l'avait dessiné avant que ça se passe. On n'était pas capable de savoir que ça allait se passer. Il y a eu des histoires comme ça avec Michel Vaillant tout le temps, et c'est ce qu'on voulait faire avec les produits dérivés, c'est continuer à faire vivre Michel Vaillant comme s'il existait vraiment. Et ça marche bien parce que ça m'est plusieurs fois arrivé qu'on me demande si Michel Vaillant était là. C'est-à-dire, je fais une séance de dédicace et puis on me dit est-ce que Michel Vaillant vient? Il est derrière toi. Voilà. Et à chaque fois, je dis mais non, Michel Vaillant, c'est un personnage fictif, mais il y a pas mal de gens qui, connaissant pas vraiment la course automobile, pensent que Michel Vaillant est vrai en fait. Il existe réellement. Tu as des modèles au niveau dessinateur? Tu as des dessinateurs qui t'ont vraiment marqué? Beaucoup. Alors évidemment, Jean Graton, son travail sur le travail qu'il faisait sur les premiers Michel Vaillant est assez incroyable. D'ailleurs, on en a fait des art strips, tu connais peut-être. Ah, oui. Une fois que ça a grandi, on voit le travail qui est absolument dingue de on en a une virtuosité. C'est celle avec la voiture de 24 heures du Mans. Oui, dans la nuit bleue. Voilà, j'ai la même à la maison. Nous avons un point commun, un de plus encore. Voilà, dans la cuisine, j'ai la même et je ne me lasse pas de la regarder. En fait, que ce soit... En fait, j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais à Saint-Luc. Je me suis passionné pour beaucoup d'auteurs. Mais c'est vrai que j'ai toujours un faible pour les auteurs réalistes avec quelque chose, une patte en plus. Pour moi, Jean-Pierre Gibrat en particulier, c'est un des premiers coups de cœur. Emmanuel Lepage. Et puis ensuite, Philippe Franck sur l'Argo Winch. J'ai beaucoup ouvert ses albums quand je bossais sur les décors de Michel Vaillant parce que j'ai toujours trouvé que c'était le meilleur dessinateur de sa génération pour ce qui est synthèse du décor. Il a quelque chose d'assez incroyable dans la visibilité, dans le travail de la mise en couleur. Et puis évidemment Guarnido sur Black Sad ou Ralph Meyer sur Undertaker, des choses comme ça. Tous ces dessinateurs-là, pour moi, ça fait toujours vibrer un truc un peu spécial parce que je trouve qu'ils sont absolument virtuoses. Et après, j'aime toutes sortes de dessinateurs qui ont des styles pas du tout réalistes non plus. Que ce soit des Américains ou du franco-belge. Et généralement, j'ai tendance à avoir une collection de BD qui est plutôt hétéroclite. Ça passe un peu tous les genres.
Mais je sais que dernièrement, j'ai beaucoup aimé le travail de Jess, sur JE2S, sur... comment ça s'appelle Les Contes de la Pieuvre. Voilà, c'est ça, les Contes de la Pieuvre. Et je trouve ça assez fantastique ce qu'il a fait là-dessus. Sinon, alors je pourrais en citer plein évidemment, et je m'en souviens pas. On en a déjà quelques-uns qui sont une jolie galerie. Hein. Alors encore deux petites questions, parce que bon, vraiment, on essaye de pas faire trop long quand même. Si tu devais choisir une BD, ta BD ultime, qui n'est pas forcément dans les tiennes, quelle serait celle que tu prendrais sur une île déserte? C'est une bonne question. Je vais essayer de trouver, parce que là c'est toujours une question un peu piège. Je dirais le Sursis de Gibra, parce que je me souviens que quand je l'ai lu, ça m'a fait vraiment un gros choc. J'ai eu d'autres chocs depuis, hein. Il y a plein de BD que j'ai trouvé vraiment incroyables. Je me souviens de celui-là parce que j'étais à Saint-Louis, que j'étais encore assez jeune et que ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait donné envie de faire de la BD. Ouais, le Sursis de Gibra, sinon il y en a plein d'autres. Hein. La liste est beaucoup trop longue. Et alors une dernière petite question. Tu es sur un nouveau Michel Vaillant, tu as des projets pour l'instant qui sont en cours C'est ça, on travaille donc de nouveau avec Marc Bourgne, on fait le tome 12 de Michel Vaillant, qui de nouveau revient aux 24 heures du Mans, parce que l'année prochaine on est en 2023, et 23 c'est les 100 ans des 24 heures du Mans, et les 100 ans de la naissance de Jean Graton. Et pourtant il me semblait que Michel Vaillant venait de se faire arrêter aux États-Unis. Eh ben oui, évidemment. Donc tu vas leur faire sortir. Non, tout l'album se passe en prison. Ah d'accord. Non, il faut être un peu logique aussi, hein. Parce que sinon, tout l'album se passe en prison, il meurt à la fin. Il meurt à la fin et la série est finie. Et voilà. Non, c'était la blague, évidemment. Donc ok, ça va. Écoute, un tout grand merci vraiment d'avoir accepté comme ça un peu à pied levé de répondre à quelques questions. Vous connaissez évidemment le principe. Moi, je ne peux que vous conseiller des lectures intéressantes, un magazine. Sincèrement, très très intéressant. En plus, on en a fait une très très belle chronique. C'est Jean-Louis Daugé qui nous l'a dit. Il a beaucoup apprécié. Donc, nous, on a dit que ce qu'on en pensait. Donc, les séries, n'hésitez pas. Prochaine interview, on va voir. Mais j'ai une petite idée. À mon avis, on ne sera pas trop loin d'ici lorsqu'on fera la prochaine. Et pour le reste, je vous souhaite un bon congé de Toussaint. Fêtez bien Halloween et tout. Et à la prochaine. Et merci à Reynold et à Bruxelles de nous avoir accueillis. Benjamin, merci beaucoup. Et bon après-midi, bonne continuation. Au revoir, bye bye. Voilà. Thierry.